Bonjour, bienvenue dans ma classe virtuelle. Nous passons de la grammaire du texte à la grammaire des verbes. En effet, la semaine prochaine, nous allons voir la concordance des temps, alors que cette semaine, nous allons parler de l'emploi du subjonctif. Je vous avertis, je vais utiliser beaucoup de termes grammaticaux dans cette séance. Pour ceux et celles qui sont mal à l'aise avec les concepts en grammaire, rattachez-vous à un seul concept, celui du subjonctif. Avant de débuter, vous aurez besoin de votre cahier Canada, de votre cahier tactique et de votre agenda scolaire. Oui, vous m'avez bien entendu, votre agenda scolaire. En fait, vous aurez besoin de l'annexe C, la jonction des phrases, qui se trouve à la toute fin de votre agenda. Êtes-vous prêt pour la séance? 3, 2, 1, prenez des notes. À l'instant, je vous présente le plan de cours. Dans l'ordre, nous verrons comment distinguer le mode subjonctif des autres modes de conjugaison, comment employer le subjonctif dans les phrases indépendantes et dans les phrases principales, comment employer le subjonctif dans les phrases subordonnées. Enfin, nous terminerons en faisant un bref survol de la séquence dialogale et du discours rapporté. Je vous demanderai comme devoir d'intégrer des phrases construites avec le mode subjonctif dans votre séquence dialogale. Je vous donnerai tous les détails plus loin. D'abord, qu'est-ce que le mode subjonctif? Je me suis amusée à sortir mon vieux Becherel et à l'ouvrir par hasard. Je suis tombée sur le tableau 43, le tableau du verbe pouvoir. Nous pouvons faire de grandes choses avec un Becherel, dont repérer le mode subjonctif. Le subjonctif se trouve à droite de l'indicatif et en haut de l'impératif. Chose étonnante, il n'y a pas d'impératif avec le verbe pouvoir. Revenons au mode subjonctif. Ici, on peut lire au présent que je puisse, que tu puisses, que nous puissions, que vous puissiez et qu'il puisse. Au passé, que j'ai pu, que tu aies pu, qu'il ait pu, que nous ayons pu, que vous ayez pu et qu'ils aient pu. La façon la plus facile de repérer un verbe conjugué au subjonctif, c'est qu'il est le plus souvent précédé de « que ». Parce qu'ils sont couramment utilisés, nous allons nous concentrer sur le présent et le passé du subjonctif. De votre côté, je vous invite à vous familiariser avec l'imparfait et le plus que parfait du subjonctif. Puissiez-vous y trouver du plaisir. Qu'est-ce qui distingue le mode subjonctif du mode indicatif? L'indicatif, on le connaît. L'indicatif est le mode du réel, des faits certains. On l'utilise pour formuler des phrases déclaratives, on l'utilise pour affirmer des faits réels. C'est le mode le plus utilisé en français. C'est aussi le seul mode proprement temporel, car c'est le seul qui permet de situer les événements dans le temps chronologique, dans le passé, dans le présent ou dans l'avenir, dans le passé composé, dans le présent ou dans le futur simple. On y reviendra dans la concordance des temps. Quant au subjonctif, il exprime un fait pensé ou imaginé qui peut se réaliser ou non. On utilise le subjonctif selon le contexte de la phrase, selon l'interprétation qu'on en fait. Je le répète, la façon la plus facile de repérer un verbe conjugué au subjonctif, c'est qu'il est le plus souvent précédé de « que ». Vous le savez, un verbe conjugué est composé d'un radical et d'une terminaison. Radical est un mot dérivé de racine. Le radical d'un verbe dans un temps précis ne change pas, alors que les terminaisons, oui. Au présent du subjonctif, à l'exception des verbes avoir et être, les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes e, es, ions, iez et ent. Certains verbes irréguliers présentent des radicaux particuliers. C'est le cas des verbes aller, faire, pouvoir, savoir, valoir, vouloir et falloir. C'est le temps de vous exercer à bien rédiger le subjonctif des verbes. Je vous invite à réaliser les exercices du cahier Tactique Plus aux pages 156 et 157. Une fois les exercices complétés, vous pouvez les corriger à l'aide de la version numérique de Tactique. Avant de parler du subjonctif dans les phrases indépendantes et dans les phrases principales, penchons-nous sur leur définition. C'est ici que vous aurez besoin de votre agenda scolaire. D'abord, on distingue deux sortes de phrases syntaxiques, la phrase simple, qui comporte un seul verbe, et la phrase complexe, qui comporte au moins deux verbes. L'indépendante et la principale sont justement des phrases complexes. Qu'est-ce qu'une phrase indépendante? Les phrases indépendantes sont unies par un signe de ponctuation ou une conjonction de coordination. Mais, ou, et, donc, car, ni, or. Mais elles pourraient fonctionner seules. Ces phrases peuvent alors être juxtaposées ou coordonnées. Qu'est-ce qu'une phrase principale? La phrase principale est unie à une phrase subordonnée par une conjonction ou une locution conjonctive de subordination. La subordonnée ne peut pas vivre sans la principale. Elle ne peut pas fonctionner syntaxiquement de façon autonome, contrairement à l'indépendante et à la principale. Dans les phrases indépendantes et dans les phrases principales, on emploie le subjonctif lorsqu'on donne un ordre, lorsqu'on formule un souhait, lorsqu'on exprime un regret, lorsqu'on fait une concession ou lorsqu'on manifeste de l'indignation. Commençons avec la subordonnée relative au point 2.1. Le plus souvent, la subordonnée relative est complément du nom. Elle peut donc être effacée ou remplacée par un adjectif. Elle débute par un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où, lequel, lesquels, laquelle, duquel, ce qui veut dire que le subordonnant remplace quelque chose, qu'il a un antécédent.
La subordonnée relative vient donner un complément d'information au nom. On emploie le subjonctif dans les phrases subordonnées relatives quand on a affaire à une potentialité, à un objectif, à une conséquence sans que l'on puisse en vérifier la réalisation. Quand on utilise un superlatif, le plus, le moins, ou encore quand on utilise l'un des termes suivants, le seul, l'unique, le premier et le dernier. Passons à la subordonnée complétive au point 2.2. Le plus souvent, la subordonnée complétive est complément direct du verbe. Si on l'efface, la phrase change complètement. Elle débute avec une conjonction de subordination, que, ce qui veut dire que le subordonnant ne remplace rien, mais qu'il sert uniquement à unir deux phrases. La subordonnée complétive vient compléter la principale. On emploie le subjonctif dans les phrases subordonnées complétives si le verbe exprime le doute, la négation, la nécessité, la volonté, un sentiment ou une possibilité. Attention! Dans les subordonnées complétives, si la négation, ne pas, accompagne un verbe de doute ou de négation, le mode indicatif est possible. C'est la logique. Un moins plus un moins est égal à un positif. Donc, on pourrait utiliser le mode indicatif ou le mode subjonctif dans les deux exemples mentionnés. Je ne doute pas qu'il se rend à son bal définissant. Je ne doute pas qu'il se rende à son bal définissant. Il ne nie pas que cette discussion est délicate. Il ne nie pas que cette discussion soit délicate. Cependant, dans les subordonnées complétives dont le verbe exprime la nécessité, la volonté, un sentiment ou une possibilité, point de salut. Négation ou non, c'est toujours le subjonctif qui prime. Ici, Laurent ne regrette pas qu'Elvis soit mort. On ne pourrait jamais dire ou écrire « Laurent ne regrette pas qu'Elvis est mort ». Ce serait agrammatical. Dernière subordonnée pour aujourd'hui. Voyons la subordonnée complément de phrase au point 2.3. La subordonnée complément de phrase, comme son nom l'indique, est toujours complément de phrase. On peut donc l'effacer et la déplacer. Elle se distingue des autres compléments de phrase car elle est construite avec un sujet et un prédicat. On emploie le subjonctif dans les phrases subordonnées complément de phrase quand il y a une valeur d'antériorité, une valeur de but, une valeur de condition et une valeur de concession. C'est la conjonction de subordination ou la locution conjonctive de subordination qui donne la valeur de la subordonnée complément de phrase. Vous avez un tableau de conjonction et locution conjonctive de subordination dans votre cahier tactique à la page 77. Personnellement, je ne le trouve pas complet. C'est pourquoi je vous invite à consulter un autre tableau dont le lien apparaît dans votre plan de travail. Attention, concernant la valeur de la condition, ce ne sont pas toutes les conjonctions ni locutions de subordination qui exigent l'emploi du subjonctif. Aussi, certaines d'entre elles, dont « à la condition que » et « pour autant que » sont flexibles. Elles permettent autant l'emploi de l'indicatif que celui du subjonctif. En passant, sous la valeur de la concession, certains élèves utilisent la locution « malgré que ». C'est une faute courante. Sachez qu'en français correct, on la remplace par « bien que » qui demande elle aussi l'emploi du subjonctif. Vous sentez-vous d'attaque pour de nouveaux exercices? Je vous propose les exercices de votre cahier tactique des pages 94 et 79 dans l'ordre de la présentation de cette vidéo. Une fois les exercices complétés, vous pouvez les corriger à l'aide de la version numérique de Tactique. Vous pouvez également réaliser les exercices interactifs sur le site françaisfacile.com. Je vous ai donné le lien dans votre plan de travail. Il suffit de faire défiler la page web. Les exercices se trouvent complètement en bas de la page. Amusez-vous bien! J'ai reçu beaucoup de questions à propos du dernier devoir. Texte ou séquence, descriptive ou explicative, tout ça n'était pas très clair pour tout le monde. Cette semaine, je vous donne l'exemple d'une séquence dialogale et d'un discours rapporté avec l'emploi du subjonctif à partir du roman Le mystère Henri Pic de David Fékinos. Une séquence dialogale, c'est un échange verbal entre deux personnes. On utilise le discours rapporté, direct ou indirect, pour justement rapporter les paroles des personnages. Au préalable, on donne des précisions sur les interlocuteurs et la situation de communication avant de produire un dialogue. Ici, à la page 145 du roman, Madeleine a un échange verbal avec un animateur de télévision à la suite du succès littéraire de son mari décédé, Henri Pic, propriétaire d'une pizzeria. Dans l'extrait suivant, on a « pour que » qui est une locution conjonctive de subordination ayant valeur de but, donc ça nécessite le subjonctif. Un peu plus loin, on a « il ne faut pas » du verbe « falloir ». C'est un verbe qui exprime la nécessité, donc on a besoin du subjonctif. Un peu plus bas encore, « je préfère que ». Donc, on a le verbe « préférer » qui est un verbe qui exprime à la fois un souhait et une volonté. Donc, on a besoin de subjonctif. Et à la fin, « je suis contente que », on a ici affaire à l'expression d'un sentiment. Donc, aussi, on a besoin de l'emploi du subjonctif.
Ceci est un exemple. Je ne veux pas que vous utilisiez l'extrait d'un roman ou celui d'une pièce de théâtre pour votre devoir. Je veux que vous puisiez dans votre imaginaire pour créer un dialogue à partir d'une situation de communication réaliste. Je ne veux pas un dialogue entre deux extraterrestres, disons. Donc, pour les devoirs, vous faites le test interactif et vous rédigez une séquence dialogale de 150 à 200 mots comportant au moins 5 phrases au mode subjonctif. Vous pouvez consulter le site Alloprof pour en savoir plus sur la séquence dialogale et le discours apporté. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, écrivez-moi, ce sera un plaisir de vous répondre. Merci de votre attention, bonne semaine et surtout, prenez soin de vous.